Salut les amis, alors on est de retour aujourd'hui pour parler d'un livre que j'hésite à ranger dans mes livres préférés mais je le fais par défaut parce que c'est un livre que je relis, c'est Christine de Stephen King. Pourquoi je fais pas une catégorie les livres que je relis? Parce que la plupart du temps quand je relis des livres c'est que je les ai aimés et les Stephen King en fait je les aime quasiment tous. Donc je pense qu'il a quand même sa place ici même si il n'est pas forcément dans le haut du panier des Stephen King selon moi, quoique en le relisant je me suis dit qu'il était beaucoup mieux que le souvenir que j'en avais. Et donc je vais vous en parler. Alors, Christine, je pense que tout le monde est au courant que c'est une voiture qui marche toute seule, parce que le film de Carpenter a fait que cette histoire est relativement connue. Mais bizarrement, justement, j'ai l'impression d'avoir presque que des souvenirs du film et presque pas du livre, au point où je me suis demandé si je l'avais vraiment lu. Mais il y a certaines phrases qui me disaient quelque chose, donc je suppose que oui. Donc oui, c'est une voiture qui marche toute seule, mais c'est une voiture qui marche toute seule qui appartient à un adolescent, et donc ça va être aussi un peu l'histoire de la descente aux enfers d'un adolescent qui tourne mal, et encore une fois, c'est sûr que ça parle d'addiction, le rapport que le fameux Arnie a avec Christine, qui ressemble totalement à une addiction, et puis les thèmes aussi qu'on voit dans Cimetière, dont je vous ai pas encore parlé, mais dont je vous parlerai sans aucun doute un de ces quatre, le déni, l'ivresse, tout ce qui a trait justement, encore une fois, ça se voit que Stephen King en parle par rapport à son alcoolisme et son droguisme. Je sais, mais c'est quoi le mot? Non, son addiction à l'héroïne. Bon, il n'y a pas son héroïsme, ça marche pas non plus. Non, c'est pas l'héroïne, en plus c'est la cocaïne, je dis des grosses conneries. Son cocaïsme, voilà, ça ne marche pas non plus. Et puis voilà, le fait que à l'adolescence, on nous en demande beaucoup, on nous demande le passage à l'âge adulte, il y a nos parents qui vieillissent, beaucoup de pression. Si vous êtes vous-même ado et que ça vous fait bader, je suis pas sûre que ce soit le moment de lire ce livre. En tout cas, si vous en êtes passé par là et que vous avez besoin de vous sentir moins seul, là pour le coup ça pourrait être bien. L'histoire, donc on est sur l'histoire d'Arnie, comme je vous disais, un ado de base qui a le visage plein de boutons, qui est un ado plutôt rejeté, plutôt solitaire, voilà, on pourrait dire un geek, mais il est pas spécialement geek de base. Ses parents, eux, sont universitaires, etc., donc ils voudraient qu'il réussisse ses études, mais lui, le seul truc où il est vraiment très doué, ça a l'air d'être la mécanique. Alors il a l'air d'être bon aussi aux échecs, enfin il est pas bon ni mauvais en cours, il a des bonnes notes, mais c'est pas un génie. Pareil en sport, etc., donc il est un peu moyen en tout, et son dada c'est plutôt la mécanique. On va être du point de vue de Denis, moi j'aurais envie de dire Denis, mais je l'ai écouté en livre audio, et bon, les prononciations du mec qui lit sont assez discutables. La fille qui va être la copine de Arnie, il l'appelle Late. Bon, d'après ce que j'ai compris, on doit plutôt le prononcer Lee. Moi, je me disais Late. Tout le long, quand il en parlait, je me disais soit en retard, soit j'imaginais un latte, voilà, un lait chocolaté, un café avec du lait, tout ça. Je me disais, non, mais j'imagine que c'est pas vraiment le prénom. Bon, il y a un moment, il dit ZZ top, voilà. Enfin, ses prononciations ne sont pas top. Et en plus, il faisait pas de voix, donc je trouve que le livre audio était moyen par rapport à ce qu'on entend d'habitude, hein. Comme je vous ai dit, j'ai écouté Doumaki pas longtemps avant et c'était absolument génial. Là, il y avait tellement moyen de faire des voix. Et d'après ce que j'ai entendu dans Le Roi Steven, que Emmerich aurait écouté en anglais Christine, il a dit qu'il faisait des voix et qu'il faisait même la transformation d'Arnie, parce que Arnie, je vous disais, c'est une descente aux enfers, donc il commence en ado qui a pas trop confiance en lui, et il se transforme petit à petit sous l'influence de Christine et de son ancien propriétaire. Le comédien anglais fait très bien, enfin américain fait très bien la transformation d'Arnie, donc si vous comprenez l'anglais au point d'être capable d'écouter des livres audio en anglais, écoutez-le en anglais. Malheureusement, c'est pas mon cas, et je regrette très fortement que le comédien français, si c'était vraiment un comédien, je me suis posé la question tellement il faisait pas des voix et que je me disais mais d'habitude c'est ça qui est bien dans les livres audio. Mais le livre en lui-même est quand même bien, et le comédien est pas nul entre guillemets. Il lit bien, etc. Le problème, c'est qu'il fait pas de voix. Et pour vous donner un autre exemple, mais même si vous allez me dire, mais on n'est pas dans la bonne catégorie, à une station-service, donc où il y a évidemment Christine qui arrive toute seule, parce que voilà, c'est un peu le principe de la voiture qui fonctionne toute seule. Le mec dit « Qu'est-ce que ce sera ?» Le mec qui lit fait « Qu'est-ce que ce sera ?» dit-il en hurlant. Bah non, en fait, c'est dans ces cas-là, c'est « Qu'est-ce que ce sera ?» Parce que le gars, il entame sa phrase, ensuite il voit que la voiture est vide, et donc il hurle, enfin, je sais pas. « Qu'est-ce que ce sera ?» Mais pas « Qu'est-ce que ce sera ?» Je veux dire, même Jaws, il l'aurait sûrement mieux fait, en fait. Donc là, je me dis, non, mais c'est un peu triste. Si vous dites que sa phrase se transforme en cri, c'est pas « Qu'est-ce que ce sera ?» Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple, mais il y a vraiment beaucoup de moments où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. Mais donc l'histoire, c'est la descente aux enfers d'un ado qui tombe en kiff, je pense qu'on peut le dire, sur une voiture qui a une influence plutôt maléfique sur lui, et voiture qui en fait a la propriété d'être entre guillemets
possédé, hanté ou tout ce qu'on veut, mais surtout par la personnalité de son ancien propriétaire, et ça c'est ce qu'il n'y avait pas trop dans le film, du coup que j'avais un peu oublié, et encore une fois je me rends compte que je me rappelais quasiment que du film, et c'est un peu bizarre, mais du coup son ancien propriétaire qui était un mec un peu, un vieux flippant, haineux, qui détestait tout le monde, qui aimait que sa voiture, et Arnie petit à petit va un peu se transformer en ce vieux, ce qui va faire flipper son pote Denis, Dennis, dont on est du point de vue pendant les 2/3 du livre. Il y a juste la partie du milieu où on est d'un point de vue omniscient, ce qui nous permet de voir des moments où Dennis n'est pas là, parce que il va y avoir Arnie qui va, comme je vous disais, avoir une relation avec une fille, donc Late Lee. Et du coup, il va y avoir des scènes entre eux, et leur propre relation va partir en vrille aussi, évidemment, à cause de Christine. Et pendant ce temps-là, Dennis n'était pas là, donc c'était important qu'on ait le point de vue de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de gens dire oui, ce livre est misogyne. Apparemment, ça vient aussi du fait que dans le film, la voiture est extrêmement féminisée, ce qui est moins le cas dans le livre, même si elle a un prénom de fille et qu'ils en parlent quand même en disant que Arnie il a un peu une relation amoureuse avec sa voiture et qu'elle est jalouse. Il y a beaucoup moins le côté érotique du truc, alors qu'apparemment ça c'est dans le film que ça a été mis, et c'est pas une mauvaise idée vu que dans les pubs, on nous parle quand même des voitures d'une manière un peu ambiguë, pour être soft. Vu les sous-entendus qu'il y a là-dessus, c'est pas complètement étonnant et c'est pas complètement con, mais du coup c'est vrai qu'on passe un peu à côté du fait que la voiture, c'est surtout une possession de son ancien propriétaire. Et donc la misogynie, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand on est du point de vue de Dennis, il parle mal de quasiment toutes les femmes, à part de Lee, mais parce que elle est belle, elle est jeune et il est un peu en kiff sur elle, mais il parle mal de la mère de Arnie, de sa propre mère, il en parle pas mal à proprement parler, mais il se moque d'elle parce qu'il dit qu'elle écrit des petits poèmes qui servent à rien et il se fout de sa gueule sur les poèmes qu'elle écrit, et il parle de la mère de Arnie en disant elle se la pète énormément, alors que en gros il parle beaucoup des femmes en disant qu'elles sont vieilles et qu'elles sont plus très fraîches et machin, et c'est assez malaisant, mais c'est le point de vue d'un ado de 17 ans, donc on peut juste se dire que Dennis est un con. C'est un peu dérangeant parce qu'il est présenté comme un gars un peu parfait et comme un peu la voix de la moralité qui essaye de contrebalancer Arnie qui tourne mal, mais après tout c'est son propre point de vue, donc c'est lui-même qui se perçoit comme ça, et tu peux être un mec sympa et être misogyne à côté, donc je veux dire, on a tous des qualités et des défauts, et je trouve que quand on est d'un point de vue omniscient, ça se voit beaucoup moins ce truc là, même si des gens ont aussi dit que Lee ne sert un peu à rien et que c'est juste la fille pour dire voilà, le héros a une copine, il y a un drama avec une fille, donc elle existe, mais qu'elle sert pas à grand chose. Alors ouais, mais bon, des persos qui servent pas à grand chose, il y en a plein d'autres, il y a pas que elle, les parents, c'est pareil, ils servent pas à grand chose. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de la misogynie, à part dans le point de vue de Dennis, et dans le point de vue de Dennis, je me dis, c'est un ado, c'est vrai que dans ces âges-là, on est souvent un peu con. Après, il a 17 ans, il en a pas 12 ou 13. Moi, je sais que l'âge où j'étais un peu en train de mépriser les vieux et tout, c'était plus 13-14. Et après, vers les 16, je me suis calmée, j'ai commencé à avoir de l'empathie, quoi. Donc, je sais pas, mais bon, il est peut-être juste con sur ce point-là. Et moi, je le prends pas comme quelque chose de misogyne dans l'absolu, juste une particularité du perso, on va dire. Cette grosse parenthèse mise à part, l'histoire, c'est ça, une descente aux enfers d'un ado et une voiture possédée. Le concept, c'est de dire que une voiture, c'est dangereux, donner une voiture à un ado, c'est dangereux, et évidemment, c'est encore plus dangereux quand la voiture a elle-même la volonté de tuer, parce que la plupart des ados, ils tuent accidentellement et c'est tout. Mais voilà, je pense que le concept c'est ça, et puis évidemment, toujours l'addiction, comme je vous disais. Arnie, il se sent mal dans sa vie, ses parents lui mettent la pression, les gens le méprisent, et à partir du moment où sa voiture va lui donner un sentiment de bien-être et l'impression de dominer tout le monde, il va devenir addict à sa voiture au point de s'autodétruire, dans le sens où tout part en vrille autour de lui, et lui, sa réaction, c'est toujours, dès qu'il se sent pas bien, il va voir sa voiture, sachant que sa voiture ne fait qu'empirer les choses. Donc encore une fois, une grosse métaphore des addictions, de l'alcoolisme, du droguisme, hein. Vu qu'il n'y a pas de mot pour ça, ça m'embête. Déroulement de l'intrigue, alors je vous disais, point de vue de Dennis dans le premier tiers, point de vue omniscient dans le deuxième tiers, point de vue de Dennis dans le dernier tiers. Le fait d'être du point de vue d'un personnage précis, ça marche très bien, parce que le fait d'avoir un seul point de vue et de pas savoir ce que fait la voiture quand on n'est pas avec le perso, ça renforce vraiment le côté flippant, parce que la voiture, elle a un côté fauve en chasse, où on a l'impression qu'elle peut apparaître de n'importe où, et qu'elle est vraiment implacable. Donc ça marche bien, et le point de vue omniscient au milieu, pour nous permettre de voir des scènes où Dennis n'était pas là, j'ai pas trouvé que c'était dérangeant. Donc ouais. Le déroulement de l'intrigue est vraiment cool, et il y a une putain de progression. Vraiment, la voiture commence soft, même Arnie, le fait qu'il change, ça commence de manière très soft, et petit à petit, il y a vraiment la descente aux enfers, la spirale, ça part de plus en plus en vrille, et pour une fois dans un Stephen King, la fin, je trouve, n'est pas bâclée, elle est complètement satisfaisante au niveau rythme, etc. par rapport à ce qu'il y a avant, elle vient dans la
continuité, il y a vraiment une progression, un paroxysme. Donc voilà, d'un point de vue narratif, je me dis qu'il est vraiment dans les meilleurs, et c'est pour ça que je suis un peu choquée de l'avoir autant oublié. Après, c'est vrai que le fond, on va dire, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qui est pas transcendant, même si le côté, comme je vous disais, adolescence douloureuse et désillusionnée est bien rendu aussi. Donc voilà, je trouve que je lui ai pas trop rendu justice en l'oubliant autant. À la fin, j'y reviendrai. Alors, les personnages. Dennis, je vous disais, il a des points de vue misogynes et il parle un peu mal des adultes. Mais sinon, c'est supposé être le mec sympa, enfin, c'est le meilleur pote. Après, il peut lui arriver d'avoir des pensées quand même, entre guillemets, un peu mesquines, parce qu'il est un peu possessif vis-à-vis d'Arnie et il se dit qu'il est fier, entre guillemets, d'avoir vu un espèce de trésor caché. Parce que tout le monde s'en fout d'Arnie, vu qu'il est moche et qu'il a pas de charisme. Et lui, il a vu qu'en fait, il avait de l'humour et que c'était un mec sympa dans le fond, etc. Et il est assez fier de ça. En soi, Dennis, c'est un mec, voilà, il fait du foot, il a plein de petites copines avant de s'intéresser à celle de son pote. Donc c'est juste le mec de base en fait. Donc il est pas si intéressant que ça. Mais c'est intéressant de voir une histoire qui sort de l'ordinaire du point de vue d'un mec ordinaire, encore une fois, parce que ça tranche justement. On voit aussi de quelle manière au début il accepte pas, ensuite il l'admet un peu malgré lui, et puis ensuite il devient défenseur de théories farfelues face à des gens qui n'y croient pas. Donc Dennis, personnage classique qui a rien de spécial et qui est totalement oubliable, mais c'est bien de raconter une histoire choquante entre guillemets du point de vue d'un mec normal. Je pense que je vous l'ai déjà dit, j'aime pas trop les héros pour qui tout est facile. Là, Dennis, il va essayer de devenir un héros, il en a pas trop l'étoffe, et je trouve ça intéressant comme ça en fait. Arnie, je pense qu'il est beaucoup plus marquant parce que voilà, c'est le gars, le souffre-douleur, la victime, le mec voilà, où les gens se foutent de lui parce qu'il a des boutons, parce qu'il a pas de charisme, et qui va décider, enfin qui va passer en mode dark Arnie au bout d'un moment pour se venger du monde et de tous ceux qui lui ont fait du mal. Encore une fois, voilà, si vous aussi vous êtes des handicapés, etc., on a tous un petit peu un espèce d'esprit de revanche, et je pense que même les valides l'ont dans beaucoup de cas. Tous les gens qui se sont sentis un peu écrabouillés dans leur vie, et je pense que c'est le cas de quasiment tout le monde. Donc on peut s'identifier. C'est un personnage qui est quand même intéressant, bien qu'il est assez classique, mais on voit vraiment qu'il essaye un peu de résister par moments. Il va chuter, parce que il fait les choix de facilité et il est vraiment poussé entre guillemets dans le gouffre. On a quand même de la compassion pour lui parce qu'on se dit, encore une fois, on peut pas dire qu'on aurait été meilleur si on avait eu justement quelque chose d'addictif, quelque chose d'enivrant, etc. à portée de main à chaque fois qu'on avait des problèmes, qui nous donnait l'illusion qu'on était plus fort que tout et que tout ça n'avait pas d'importance. Est-ce qu'on n'y aurait pas sombré aussi? Je pense qu'on est tous un peu égaux face à ce genre de choses. Son malheur, ça a été que ça tombe sur lui. Je pense pas qu'il en soit vraiment responsable, donc ouais, c'est très triste ce qui lui arrive, et puis d'autant plus quand on est du point de vue de son meilleur pote qui se rend compte qu'il le perd, et puis on voit même ses parents qui souffrent du fait qu'ils sont en train de le perdre. Au début, ils essayent de l'engueuler, etc., puis au bout d'un moment, ils voient que ça marche pas, ils sont même prêts à parlementer et tout, mais le gars il n'est plus accessible, quoi. Ouais, un personnage quand même assez intéressant. Après, je vous cache pas que les personnages de Christine sont vraiment moins intéressants que la moyenne des personnages de Stephen King. Mais encore une fois, c'est l'histoire en elle-même qui est cool, donc c'est pas forcément très grave. Les parents sont assez marquant, parce que les parents d'Arnie, je vous disais, c'est des universitaires, et on a la femme qui s'appelle Regina, qui est très dominatrice, dirigiste, et son mari qui est un peu sa carpette, et lui qui est plus d'accord avec son fils mais qu'ose pas le dire, etc. Donc on voit la famille qui part en vrille au moment où il y a un conflit, alors que jusqu'ici, le Arnie s'était toujours écrasé, et du coup, sa mère avait pris l'habitude de le diriger, et là qui se révolte, elle comprend pas ce qui se passe, et toute la famille va commencer à s'écrouler à partir de ça. Et la descente aux enfers, c'est pas que celle d'Arnie, c'est aussi celle de ses parents, qui comprennent pas du tout ce qui se passe du jour au lendemain. J'avoue que si vous êtes parent et que vous avez peur des adolescents, ne lisez pas ce livre, parce que ça va pas vous rassurer. Mais c'est assez intéressant sur ce plan-là, de voir d'un côté cette famille qui est détruite, et de l'autre côté la famille de Dennis qui est restée à peu près normale. Ça montre ce qu'est la famille d'ados normale et la famille d'ados dans laquelle il y a un problème, et puis elles sont à la fois très proches, et petit à petit elles s'éloignent, parce que voilà, il y a la chute encore une fois. Donc ça, c'est intéressant. Et puis le côté école, entrée en fac, pression par rapport à tout ça, c'est bien décrit aussi, même si, comme je vous disais, c'est pas les personnalités du coup qui sont originales, quoi. Donc l'apparence, Lee, on nous la décrit bien en nous disant qu'elle est blonde, elle est belle, elle a une queue de cheval, elle est parfaite. On nous dit que d'habitude les filles elles ont un défaut, alors qu'elle elle en a même pas, parce que d'habitude les gens ont l'air de considérer que les filles sont plus belles quand elles ont au moins un petit défaut, parce que ça les rend plus réelles, mais là non, elle est juste parfaite. Donc ouais, pas mal de descriptions de Lee, mais Arnie aussi, parce qu'on sait qu'avant il était moche et qu'il avait le visage couvert de boutons, et que une fois qu'il a sa voiture, comme par hasard, ses boutons disparaissent.
et que du coup on sait qu'il a des yeux gris qui sont la seule chose qui est à peu près belle dans son visage, et que une fois qu'il a plus de boutons, du coup il devient plutôt beau, quoi. Pas d'une beauté d'acteur de cinéma, mais une beauté simple et discrète, mais quand même, quand on le regarde on se dit ah ouais tiens. Denis, je sais pas si on a vraiment des descriptions de Denis vu qu'on est de son point de vue, j'ai pas l'impression. Mais ouais, du coup, il y en a pour eux, il y en a pour les parents aussi, où on nous dit, comment ils vieillissent, qu'ils ont des petits cheveux blancs, des petits poils blancs dans leur barbe. Il y a vraiment un côté un peu méchant, je vous dis, dans la description. Enfin, moi, c'est ce qui m'a un peu blessée, presque, je dirais, dans les descriptions des parents de la part de Denis. Je trouve ça à la fois très horrible et à la fois très réaliste, parce que c'est vrai qu'il y a des ados qui n'ont pas de compassion. Parce qu'ils ont l'impression que le fait d'être adulte, c'est très loin, que c'est un peu un autre monde, et que c'est l'âge aussi où on est content, entre guillemets, de démystifier les adultes, donc se moquer un peu d'eux. Même si, encore une fois, moi je vous dis, j'ai plus l'impression d'avoir fait ça à 13-14 ans qu'à 17. On n'est pas tous égaux, et je pense qu'il y a des gars qui peuvent très bien continuer d'être comme ça à 17 ans. Personnalité, je vous disais, pas originale, mais quand il y a un événement surnaturel qui débarque et qui choque tout le monde, ça peut être intéressant de voir ce qu'en pensent des gens banals. L'évolution d'Arnie, elle est super intéressante. Elle est horrible, mais elle est super intéressante. L'évolution de Denis aussi, d'une certaine manière, mais moins. Il va quand même être obligé de prendre un peu ses responsabilités, et je vous dis, de devenir un héros un peu malgré lui. C'est intéressant quand même, mais l'évolution d'Arnie, je dirais, est quand même le centre du bouquin. Et puis l'évolution des familles, comme je vous disais, les familles qui sont un peu idéales, et puis avec un événement perturbateur, tout commence à partir en vrille, et les petits cadres un peu parfaits se cassent, quoi. L'univers et les créatures, c'est notre monde, mais voilà, les voitures peuvent être possédées par leur ancien propriétaire. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal qu'un propriétaire possède sa voiture, mais là, il la possède après sa mort et après l'avoir vendue. Donc voilà, là, c'est un cas de possession un peu exagérée. Ça doit être ce qu'on appelle de la possessivité. Logique et cohésion, il y a rien qui m'a choqué ou dérangé, ou j'ai pas vu d'erreur. Après, évidemment, il faut être capable d'accepter que un mec, justement, puisse laisser une partie de lui, de son âme, ou je sais pas, dans sa voiture, qui utilise sa voiture comme un moyen de continuer à exister, et donc de prendre possession de celui qui va ensuite la conduire. Et faut être capable de croire, entre guillemets, à ça, parce qu'à ça, c'est un truc, on nous dit c'est comme ça, on n'a pas vraiment d'explication. Par contre, la voiture, elle a après ses propres règles, entre guillemets, et ces règles sont respectées. Et pour la battre, il va falloir l'affronter en tenant compte de ces règles. Je pense que je peux vous le dire, la voiture se régénère. Au départ, elle est toute pétée. Arnie va commencer à la restaurer. Très rapidement, elle va se restaurer plus vite que ce que lui, il la restaure réellement. En gros, lui, il passe juste du temps avec elle. Il bricole par-ci par-là, mais elle commence à se réparer par elle-même. Et plus le temps va passer, et plus Arnie va être possédé, plus la voiture va se régénérer toute seule, quasi instantanément, après avoir pris des coups. Et des coups, elle va en prendre au début, parce que des gens vont avoir envie de la défoncer, parce que c'est des vieux mecs qui aimaient pas Arnie et qui avaient envie de bousiller sa voiture pour le faire chier. Mais par la suite, elle va être bousillée, surtout parce qu'elle va tuer des gens, et que tuer des gens, ça bousille les voitures. Mais elle se régénère, donc pour elle, c'est pas très grave. Mystère et découverte... encore une fois, on pourrait se dire que c'est normal qu'il y en ait dans un livre avec du surnaturel, mais pas tant que ça, parce que comme je vous disais, le surnaturel, il arrive comme ça, on nous dit c'est comme ça, et puis c'est tout. Et on doit l'accepter. Le mystère qu'on a et l'exploration qu'on a, c'est encore une fois les bas-fonds, j'allais dire, de l'esprit humain. Jusqu'où on peut aller par facilité, pour être dans le déni, pour être dans l'ivresse. Et Stephen King, on voit qu'il sait de quoi il parle, il fait ça très bien. À chacun de ses livres où il parle de ça, des addictions, de l'ivresse, du déni, c'est des livres qui sont extrêmement horribles et en même temps... marquant, et qui sonne comme quelque chose de réel. Donc celui-là ne fait pas exception, même si je pense que Cimetière est meilleur dans ce domaine. Christine, il est quand même dans la même catégorie, et c'est pas rien du tout. L'écriture, elle est vraiment cool. Je m'en souvenais pas, comme je vous disais. Je dirais pas que c'est du grand art, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas des belles phrases. Il y a même beaucoup de choses qui sont très simplistes, mais encore une fois, c'est censé être le point de vue d'un ado, donc c'est logique. Je vous dis, c'est vraiment la mise en scène qui est très bien. Le rythme, la progression, le fait qu'au départ, on se dit, bon, c'est une voiture où juste il y a des petites impressions bizarres, des petites odeurs bizarres. Les gens qui sont dedans ont l'impression d'entendre une voix dans leur tête ou des choses comme ça. Et petit à petit, la voiture va de plus en plus prendre vie.
et inversement, Arnie va de plus en plus ressembler à un cadavre ambulant. C'est très progressif, il y a vraiment le crescendo, on se dit vraiment c'est horrible, on a vraiment l'impression que les persos sont foutus et qu'ils sont obligés de l'affronter, donc il n'y a pas le côté faux, je vous disais, de dire il y a un méchant, il faut qu'on aille le combattre parce qu'on est gentil. Là, les gens n'ont pas le choix en fait. Dennis, s'il allait pas affronter Christine allait finir par le tuer. C'était à peu près sûr, donc ça c'est vraiment très très cool. Mais comme je vous dis, c'est difficile de ranger ça vraiment dans l'écriture, mais ça l'est quand même, parce que le rythme, c'est parfait, et c'est suffisamment rare pour être souligné, parce que voilà, c'est le défaut principal du Fléau et de la plupart des Stephen King que j'adore, c'est que leurs fins sont vraiment bâclées à mon goût par rapport au début, et là c'est pas le cas. Là on a vraiment un truc très équilibré, et ça c'est beau. Poésie et contemplation, il y en a pas vraiment, à part si on voit de la poésie dans l'horreur entre guillemets, parce que bon, il y a des scènes assez... avec encore une fois des cadavres qui reviennent, des moments où la voiture a l'air d'être vivante et d'avoir un sourire malveillant ou d'avoir des yeux de chat qui brillent. Des choses comme ça, on peut y voir une certaine poésie malsaine peut-être, mais faut vraiment chercher. Et puis c'est toujours dans les choses horribles. Suspense et action, alors là il y en a beaucoup. Les scènes où Christine tue des gens sont super bien décrites. Elles ont un côté à la fois jouissif et flippant. C'est pourtant pas évident de faire ressentir les deux, mais là moi j'étais un peu à cheval. Vraiment ça se lit super vite. On a un peu hâte et en même temps un peu peur de savoir la suite et tout. C'est absolument cool. Les dialogues sont bien, ils m'ont pas spécialement marqué, comme je vous disais, j'aurais aimé que le comédien fasse un petit effort à ce niveau. Là c'était très plat, bah voilà, aucune voix, beaucoup de moments aussi où il y a des émotions très fortes dans les dialogues et où le comédien ne les fait pas. Alors il y a des moments où il le fait, quand on dit que les persos sont... que Arnie est en colère et tout, il y a des moments où il s'énerve un peu, mais il y a des moments où certains persos disent des choses assez horribles, où ils sont tristes, etc., et où lui il parle d'une voix complètement plate. Des fois ça m'a dérangé, mais c'est pas de la faute de Stephen King, évidemment. Donc les dialogues sinon, ils sont sympas, sans plus. J'ai pas remarqué de qualité particulière. Les ados, est-ce qu'ils parlent comme des ados? Bon, il y a des moments où il dit des trucs genre crénon. Alors après, ça c'est peut-être un peu de la faute des traducteurs, mais je suis pas sûre que les ados des années 80 disaient crénon. Moi je trouve que ça fait plus années 50 justement. Et c'était Dennis qui pensait ça, c'était pas Arnie, donc c'est pas la possession qui l'explique. Hein. Donc voilà, je me pose des questions sur... mais ça c'est la traduction, c'est pas encore une fois, donc je sais pas. Je dirais normal. Crédibilité, réalisme, il y a rien qui m'a choqué. Les ados parlent quand même différemment des adultes. Bon si, il y a des tics de langage, parce qu'il y a des tics de langage qui appartiennent à Roland Delebet, donc le mec qui possède Christine au début, et qui possédera Arnie par extension par la suite. Et donc ce mec a sa propre manière de parler, il emploie beaucoup le mot merdeux, ce qui est pas mal, parce que pour le coup merdeux c'est un peu un mot de vieux quand même. Donc là je pense que c'est un bon choix de mots. Et puis il a certaines petites phrases assez horribles, genre à l'odeur du neuf, y a rien de mieux, sauf l'odeur de la minette. Et ça, c'est une phrase qui du coup revient plusieurs fois aussi. Une phrase bien beauf. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, ce mec est extrêmement beauf, extrêmement dégueulasse. Déjà quand il est vivant, et bon ensuite du coup quand il va posséder Arnie... et qu'on voit Arnie qui se met à parler comme ça, etc., bah c'est vrai que c'est bien dégueu. C'est tellement dommage que le comédien n'ait pas fait le changement de voix, le truc progressif, etc., parce qu'il y avait tellement de quoi faire avec ça. Du coup, crédibilité, réalisme, oui, on voit la différence entre les vieux, les jeunes, etc., et le fait qu'un jeune se fasse posséder par un vieux, il y a vraiment la progression à ce niveau et tout, donc ouais. Du coup, originalité côté marquant, oui, je pense qu'on peut dire qu'il y en a, ce côté... la façon de parler de Roland Delebet et le fait que ça intervient de plus en plus dans la façon de parler d'Arnie. Je pense qu'on peut dire que c'est assez marquant, même si je sais pas combien de temps je m'en souviendrai. Et du coup, en note globale, j'ai mis 7. J'ai hésité à mettre 8 parce que je me suis dit, comme je vous disais, j'ai jamais vu... jamais, je sais pas, mais j'ai rarement vu une progression aussi équilibrée dans un Stephen King, et je voudrais vraiment saluer ça. J'adore la fin. Je vous en parlerai évidemment en spoil, mais j'adore vraiment la fin. C'est le type de fin que je préfère aussi dans les Stephen King. Ça m'embête de mettre 7 parce que la plupart des Stephen King, je vais leur mettre 7, et j'ai envie de dire qu'il a quelque chose de plus que les autres. Ça m'embête que ça se voit pas. En même temps, pas trop envie de lui mettre 8 dans le sens où je suis pas sûre d'avoir envie de le relire tant que ça. Il y a des choses, en fait, le truc c'est que le pitch de base, le fait, voiture, possession, tout ça, c'est des trucs assez banals, et c'est ce qui fait, je pense, que ce livre ne m'avait pas marqué. Mais c'est con, parce que du coup, je pense qu'on pouvait pas mieux le faire en fait. Si on avait donné à 1000 personnes ce scénario, une voiture possédée, je pense que la plupart des gens auraient fait de la merde et que personne n'aurait fait mieux que Stephen King. Mais le pitch de base n'est pas très ouf.
Après, moi, de base, j'ai pas trop peur des voitures, ce qui peut paraître bizarre, parce que j'ai peur de beaucoup de trucs, mais alors pas des voitures. Moi, quand j'étais enfant, j'avais plus peur des ordinateurs. Je vous dirais, j'ai peur des ordinateurs et des ascenseurs, par exemple. On pourrait très bien imaginer une version de Christine avec un ordinateur ou avec un ascenseur. Avec un ordinateur, je pense qu'il y a complètement moyen de faire quelque chose. Mais du coup, pour les gens qui ont peur des voitures, ça pourrait être marquant. Mais moi, du coup, c'est vrai que c'est un pitch de base qui me parle moyen. Et pour le coup, des morts qui reviennent, etc., il y en a dans quasi tous les Stephen King, donc ça casse pas trois briques. Mais voilà, cette descente aux enfers est bien faite. Mais je pense que Cimetière le bat dans ce domaine, et donc c'est à Cimetière que je mettrai 8, je pense que je peux vous le dire. Je le laisse à 7. Mais j'ai vraiment hésité. Si vous pensez qu'il mérite un 8, je suis quand même d'accord avec vous. Le cœur y est, même si je le fais pas, mais j'ai vraiment hésité. Et du coup, spoilons. Alors, qu'est-ce qui se passe plus en détail? Parce que là, j'ai réussi à rester à peu près général. J'ai réussi à n'éviter aucun sujet, mais à ne rien dire de précis. Ce qui est quand même assez rare, je pense. Donc, je vous ai bien dit que Arnie répare Christine, mais au bout d'un moment, elle se répare toute seule. Alors, qui elle va tuer? Une bande de gars, Buddy Repperton, je crois qu'il s'appelle le chef des cons, décide de bousiller la voiture d'Arnie parce que, en fait, ils étaient dans le même garage. Le gars a voulu... harcelé, je pense qu'on peut dire harcelé, Arnie. Il a cassé un des phares de Christine, il lui foutait des coups, entre guillemets, en lui passant devant, lui renversait son café dessus, des trucs comme ça. Et le jour justement où il a cassé le phare de Christine, ça a été la goutte d'eau, et Arnie s'est défendu et il lui a pété le nez. Buddy Repperton a voulu lui casser la gueule, le propriétaire du garage qui s'est dit que finalement Arnie était cool parce qu'il est bon mécano et qu'il voulait qu'il travaille pour lui, a viré Repperton, a donné raison à Arnie dans le truc. Mais Repperton était dans la même école que Arnie, donc il est venu à l'école avec un couteau pour essayer de se venger de cette manière-là. Il est venu avec un couteau et ses potes. Au niveau inégalité, on faisait difficilement pire. Dennis a réussi à demander à un gars d'aller chercher un adulte qui du coup est venu, les a arrêtés, a trouvé le couteau et donc a fait renvoyer la bande des 3 gars, ce qui fait que Buddy Repperton a encore plus la haine contre Arnie. Donc les 3 potes qui se sont fait ajouter un 4e qui est venu avec eux pour déconner, pour s'intégrer dans la bande de potes, vont aller défoncer Christine pour se venger d'Arnie, et ils l'ont défoncé pas qu'un peu, ils ont chié sur le tableau de bord. Forcément, après, Christine va se venger elle-même, et Arnie en a l'air très vaguement conscient, parce qu'il a pas dénoncé ça à la police. Il est un peu énervé, mais il dit rien. Donc on sent qu'il se doute de quelque chose, peut-être très inconsciemment, mais en tout cas voilà. Il y a un des premiers mecs qui était pas la tête pensante du groupe et qui était probablement juste un suiveur, qui va se faire tuer par Christine dans une petite rue déserte où elle va lui rouler dessus à plein de reprises. Et on voit vraiment le gars qui essaye de s'échapper, qui comprend ce qui va lui arriver. Il se fait accidenter une première fois, il a une jambe pétée, il peut plus s'échapper, la voiture revient, lui roule dessus. C'est absolument horrible et jouissif à la fois. J'aurais tellement aimé que ce soit aussi détaillé dans McCorbin. J'y ai pensé plusieurs fois, je me suis dit, si j'avais pu avoir des scènes comme ça dans McCorbin, alors là j'aurais vraiment kiffé ma race. Voilà lui qui s'appelait Mookie Welch, qui s'est fait écrabouiller en premier par Christine. Ensuite un flic interroge Arnie, et Arnie lui dit non, moi je suis au courant de rien, ce soir-là je dormais chez moi. Et à partir de ce moment, à chaque soir où Christine va tuer des gens, Arnie va toujours avoir des alibis. Le week-end d'après, il va partir à un tournoi d'échecs, alors qu'il n'y était plus allé depuis qu'il avait Christine aux échecs. Il passait plus de temps à réparer sa voiture qu'à toute autre activité. Là il y va, et pendant ce week-end-là, il y a justement Buddy Repperton et tout le reste de la bande, sauf un, parce qu'il y en avait un qui était pas avec eux ce jour-là, qui vont se faire tuer par Christine, où elle va leur faire une espèce de course-poursuite, où Buddy Repperton va se donner à fond comme un as du volant pour essayer de semer Christine sur une espèce de montagne couverte de neige, avec des dérapages et tout. Franchement, j'aime pas les scènes de course-poursuite en général, mais celle-là, elle était géniale. On sentait à la fois qu'ils étaient foutus, et j'adore les moments de description où on nous dit qu'ils sont éblouis par les phares de Christine, qui se rapprochent de plus en plus. Ils font des virages de dingue, où ils faillissent crever, et où ils sont tous en flip dans la voiture, et Buddy Repperton qui est ultra concentré, même s'il a je sais pas combien de litres d'alcool dans le sang, parce que le gars n'arrête pas de boire depuis qu'il a été viré, et il s'en sort, il se dit jamais de la vie Christine elle va s'en sortir, et Christine elle s'en sort aussi. Et évidemment encore une fois il y a le truc où il pense que c'est Arnie qui conduit, et quand il voit qu'il y a personne au volant, ils sont un peu flippés. Et voilà, donc Christine va finir par les accidenter aussi, et pareil, quand la voiture va péter, les 2 autres gars, ou 3, je sais plus, où ils étaient 3 je crois, vont tous crever dans l'accident. Il y a que Buddy Repperton qui va rester en vie, qui va s'en sortir, mais encore une fois avec des jambes pétées et compagnie, des côtes pétées. Non, je crois pas je sais plus s'il avait des jambes pétées, en tout cas il a des côtes pétées, donc il a du mal à bouger et tout. Et Christine qui va le poursuivre,
escalader une colline et elle rentre dans la colline et il y a de la neige qui tombe et il faillit tomber plusieurs fois, il arrive à passer de l'autre côté et quand il la voit plus, il a encore plus peur et là t'as le fantôme je sais pas si on peut dire le fantôme, le zombie, le cadavre de Roland Delebet qui va sortir de la voiture et monter vers lui et le gars va crever à cause d'un éclat de ses côtes qui lui perce le cœur alors qu'il est en train de faire une espèce de crise un peu cardiaque, De toute façon il était déjà un peu en train de crever avant mais il voit ça, voilà, ça l'a achevé. Franchement, cette scène, elle était géniale. Et le truc, c'est que Ray Burton, c'était un connard, parce que bon, voilà, il a harcelé Arnie et tout, mais juste dans la scène avant qu'il crève, il y a des gars qui essayent de s'intégrer dans sa bande, qui lui fait une blague raciste, et lui, il fait « Non, mais tu crois peut-être que je vais te trouver cool parce que tu fais des blagues sur les noirs et tout, moi je considère que les noirs, ils sont totalement égaux avec les blancs et tout, alors tes blagues racistes, tu peux te les garder, connard. » Et j'ai trouvé que c'était stylé parce qu'en fait, le gars, justement, on a une image horrible de lui, mais on l'a toujours vu du point de vue de Arnie et Dennis, pour qui c'était le méchant de fait, en fait. Ça lui donne un côté plus humain, de se dire, ouais, d'accord, le gars, il est peut-être con dans le sens où il a harcelé Arnie et il a décidé de se venger au lieu de passer à autre chose, mais ça veut pas dire qu'il est bon à jeter de A jusqu'à Z. Et c'est bien qu'on ait de la compassion pour lui avant qu'il y ait tout ça qui arrive, parce que justement ça donne un côté un peu horrible à la scène, sinon ça aurait été juste jouissif, on se serait dit bah voilà, c'est des cons, ils crèvent. Rien à foutre. Alors que là, on peut quand même avoir un petit peu d'empathie pour lui, surtout comme je vous dis, comme il meurt pas vite, qu'il essaye de s'en sortir et qu'à un moment on se dit non mais après tout ce qu'il a traversé, après tout ce qu'il a pris, c'est bon, on peut peut-être le laisser en fait. Et non, Christine, elle le lâche jamais l'affaire. Donc voilà, cette scène était vraiment géniale aussi. Après, comme je vous disais, il y a le gars qui vend de l'essence, qui était un de la bande, qui était pas avec les autres ce soir-là, qui va se faire aussi tuer par Christine. Avec le « Qu'est-ce que ce sera ?» qui était donc par ce mec. Tout ça, c'était vraiment cool. Et après, il y a Will Darnett, donc le mec du garage, qui en avait trop vu, qui avait vu Christine rentrer vide après les meurtres. Et donc Christine va essayer de le tuer lui. Et cette scène-là, mais elle est super, parce qu'elle est flippante. Et moi, je l'ai vraiment visualisée. Et, le gars, on l'aime pas trop, mais en même temps, on le déteste pas non plus. Parce que Darnett, c'est un gars qui fait du trafic, qui manipule un peu les gens. Il fait rien qui est vraiment un truc de connard. Il est même un petit peu juste par certains points de vue. Et voilà, c'est un profiteur, c'est un espèce de vieux roublard, etc. Mais c'est pas un mec qu'on déteste, je me dis. C'est un mec dont on se méfie, mais c'est pas un mec qu'on déteste. Et justement, le fait qu'il est malin et tout, on se dit, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir face à Christine ? Et non, mais la scène, elle défonce sa maison. Alors franchement, cette scène, s'il y avait une seule scène, je pense qu'il faudrait retenir du livre, je dirais que c'est celle-là. La manière dont elle arrive, lui au départ qui se dit elle arrivera jamais à monter sur la butte de mon jardin pour arriver jusqu'à chez moi, elle y arrive en défonçant la neige petit à petit. Il essaye d'appeler les flics, mais il y arrive pas parce qu'il a une crise d'asthme. Et ensuite il a plus le temps parce que Christine arrive, elle défonce sa baie vitrée, elle commence à défoncer son salon, et on sent qu'il est en état de choc, il se dit elle est dans la maison, etc. et qu'il y croit pas. Et parce que c'est vrai qu'on se dit une voiture ça va pas dans la maison, et en même temps on se dit c'est naïf, tu sais très bien qu'elle pouvait défoncer la maison, mais il y a un côté enfantin dans sa panique de se dire elle est dans la maison, dans la maison, et le côté irréel de dire elle a fait voler le magazine qu'il lisait juste avant, elle a explosé le canapé, tout ça. Enfin, le mélange de scènes rassurantes du quotidien avec la voiture qui défonce tout, mais c'est génial, c'est tellement flippant, on peut tellement se le représenter, c'est complètement dingue. Et moi je me disais mais vas-y mec, monte à l'étage, et il le fait. Et après du coup on a Christine qui défonce l'escalier, et le gars va encore une fois faire une espèce de crise un peu d'asthme et va tomber dans le salon du haut de l'escalier qui était en train de se faire défoncer. Cette scène, elle était épique, dantesque, elle était trop bien. Voilà, je pense que c'est la meilleure scène du livre niveau action, entre guillemets. Bon après, le combat final est aussi génial, mais je crois que cette scène, moi, c'est la scène qui me marquera le plus. Et donc après, Dennis sort de l'hôpital parce qu'il avait eu un accident pendant qu'il faisait du foot. Lee lui raconte que Christine a failli la tuer, parce que je vous l'ai pas dit, mais la fille de Roland Delebet est morte étouffée dans Christine, et sa femme s'est suicidée après dans Christine aussi. On sait pas si elle s'est suicidée de son plein gré ou non, parce que Christine a quand même l'air d'influencer les gens, une fois qu'ils sont dedans. Et du coup, Lee a réussi, est rentrée dans Christine avec Arnie, et comme Christine était jalouse, elle allait faire crever Lee en s'étouffant avec un burger, et il y a un autostoppeur qui l'a sauvé. Donc Lee après dit moi je ne monte plus dans Christine, et si tu vends pas cette voiture je te quitte. Du coup après elle commence à se rapprocher de Dennis parce que Arnie n'a pas vendu Christine. Donc les deux se disent on sait que Christine a tué plein de gens, si elle comprend qu'on le comprend, on risque d'être les prochains. D'autant qu'ils commencent à sortir ensemble, évidemment Arnie va les griller ensemble, ce qui va lui foutre la haine, et on sait que la haine
Arnie oblique Roland Delebet, ça devient aussi la haine de Christine. Donc Christine, qui aime bien aussi tuer des gens et qui les aimait pas ces deux-là déjà. Je pense que comme ils en savent trop, etc., elle voulait déjà les dégommer, donc attiser la haine de Arnie, ça allait aussi dans son sens. Donc elle va vouloir les tuer. Eux deux savent qu'ils sont sur la liste... J'hésitais entre la blacklist, la wishlist, bon, de Christine. Et donc ils se disent, il faut que ce soit nous qui l'arrêtions avant que ce soit elle qui nous tue. Dennis va avoir un plan, il va allouer un camion pour pomper les égouts, pour déboucher les égouts, je sais pas comment, voilà, un camion pour pomper la merde. Un camion rose qui s'appelle Pétunia, c'est assez drôle et assez sympa à imaginer. Et même le fait qu'ils servent à pomper la merde, et comme ça ils disent Christine elle méritait rien de mieux, c'était sympa. Donc il loue ce camion et il donne rendez-vous à Christine au garage de Darnett. Lee est supposé fermer la porte une fois que Christine sera rentrée et sortir avant que la porte soit refermée. Comme ça, Christine sera enfermée dans le garage avec Pétunia et Dennis qui conduit Pétunia. Et comme ça, il pourra écraser Christine. Sauf que, évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Christine s'y attendait et du coup, elle rentre dans le garage et elle arrive à agresser, entre guillemets, Lee avant que Lee ait le temps de sortir. Du coup, Lee n'a pas le temps de sortir et elle se retrouve enfermée avec Christine qui charge et essaye de la buter. Donc Lee nous fait des esquives, mais elle prend quand même un peu de coups dans l'histoire. Donc il va y avoir tout un combat camion vs Christine. Camion qui est beaucoup plus fort de base, mais Christine qui se régénère. Et puis il y a Lee qui est vulnérable, qui court dans tout ce garage à essayer d'esquiver Christine qui essaye de la buter. Donc un combat assez cool qui va se finir quand même où Christine se fait écraser, mais elle se régénère tout le temps. Donc il va l'écraser, la réécraser. Mais encore une fois, on ne sait pas trop si elle peut pas se régénérer quand même. Lui, il est complètement au bout de sa vie, Dennis, parce que comme je vous disais, il sortait de l'hôpital et du coup il avait sa jambe dans le plâtre, etc. Donc il a réussi à manœuvrer le camion, mais c'est quand même pas évident de manœuvrer un camion quand on est blessé. Il prend des médicaments, etc. pour pas ressentir la douleur, mais donc il est complètement dans le coltard et il douille de ouf et il a la jambe qui enfle. C'est comme d'hab, Stephen King il est très doué pour ça, pour nous mettre des détails physiques réalistes qui font qu'on a l'impression de vivre la scène et de vraiment ressentir ce que ressent le perso. Là pour le coup j'ai bien douillé avec Dennis qui essayait d'écraser Christine et qui se battait contre sa propre douleur en plus de se battre contre Christine. Malheureusement Christine a réussi à buter le père de Arnie avant, parce que lui, Dennis avait dit au père de Arnie, rejoins les parents de Lee et les miens, restez tous ensemble, ne vous isolez pas et surtout n'approchez Christine sous aucun prétexte. Bon, il se trouve qu'apparemment il a pas écouté, il a été voir Christine l'a suicidé. Donc lui, il était au volant de Christine, mort évidemment, quand elle est arrivée dans le garage, et donc évidemment Lee a eu du mal aussi à aider Dennis, parce qu'au bout d'un moment, il arrive vraiment plus à utiliser sa jambe, donc il demandait à Lee de pousser le levier pour lui, et Lee était là, mais je peux pas, il y a le père de Arnie au volant, je peux pas lui rouler dessus, etc. Bon, ça fait un problème. Après, t'as eu les fantômes de la femme et de la fille de Roland Delebet qui sont apparus aussi, donc Lee a eu du mal, encore une fois, les écraser. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, c'est quand même... Enfin, voilà, la fille, tout ce à quoi elle sert, c'est à rendre les choses difficiles en n'étant pas capable d'écraser des gens. Je pense qu'il fallait qu'un perso le fasse, et c'était pas forcément important que ce soit une fille à ce moment-là. C'est pour montrer que c'est pas facile d'écraser des gens, quoi. Et il faut qu'il y en ait un qui soit capable de le faire, et un pour qui ce soit difficile. Désolée que c'était une fille, mais voilà. Je trouve pas ça si terrible, entre guillemets. Et donc ils y arrivent, mais encore une fois, on sait pas si Christine peut quand même se reconstituer. Et on a un épilogue, j'adore les épilogues comme ça, parce que c'est ça qui rend les livres de Stephen King si horribles, si crédibles à la fois par rapport à la moyenne des histoires d'horreur. C'est qu'on a l'épilogue où, enfin c'est toujours le point de vue de Dennis, qui nous dit qu'il a pas pu rester avec Lee parce que autant il l'aimait, autant... Les deux, le secret qu'ils partageaient, c'était un secret trop horrible. Et eux deux, ça les angoissait, ils faisaient des cauchemars. Et ils disaient que même quand il couchait avec elle, etc., il avait des moments où il était bloqué en revoyant des scènes de ce qu'il avait vécu avec Christine ou avec Arnie possédé. Ah oui, je vous ai pas dit, mais Arnie, du coup, est mort. Parce que Arnie, à ce moment-là, était avec sa mère partie pour un alibi, pour tester une fac. Et les deux sont morts d'un accident de voiture sur le trajet du retour. Et très certainement, moi j'ai cru comprendre dans les sous-entendus que Roland Delebet avait essayé de quitter Christine pour posséder seulement Arnie quand Christine a été détruite. En gros, à ce moment-là, il était suffisamment égoïste pour laisser tomber l'amour de sa vie, c'est-à-dire sa voiture. Mais Arnie a, dans un dernier sursaut, entre guillemets, décidé peut-être de se suicider, ou en tout cas, il s'est pas laissé faire. C'est peut-être pour ça qu'il est mort, parce que il voulait plus être possédé par Roland Delebet. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec cette analyse. Les trois sont morts, le père
la mère, le fils. Et déjà c'est assez horrible, mais du coup voilà, comme je vous disais, après on a l'épilogue où les deux sont ensemble, mais ils disent qu'ils vont pas rester ensemble, enfin qu'ils vont pas pouvoir, parce qu'ils se rappellent l'un l'autre trop de mauvais souvenirs en fait. Ils sont tous toujours angoissés par rapport à Christine, par rapport à ce qu'ils ont vécu, même s'ils ont gagné. Ils ont toujours l'angoisse que Christine revienne, parce que voilà, ils ont cassé un petit morceau, mais elle s'est réparée 5 ou 6 fois, pourquoi elle pourrait pas le faire une 7ème? Après, c'est peut-être comme les chats, peut-être qu'elle a 9 vies et que c'était fini, mais on sait pas. Ils supportent plus au bout d'un moment de se rappeler trop de mauvais souvenirs à l'un et à l'autre, donc ils vont faire chacun leur vie de leur côté, même s'ils continuent de s'écrire et qu'ils ont pas perdu le contact. Je trouve que c'est assez réaliste, et encore une fois, on voit que Dennis c'était pas un héros, qu'il a fait ça parce qu'il avait pas le choix, parce que c'était ça ou mourir, et que en fait il est resté traumatisé. On nous dit qu'il fait toujours des cauchemars de Christine qui vient l'achever, et il dit j'ai demandé juste après l'enterrement de Arnie, j'ai demandé au flic ce qu'il avait fait des morceaux de Christine, et il lui a dit t'inquiète, je les ai mis dans un broyeur et on en a fait un cube, et il y a un de mes hommes, qui lui a dit qu'il y avait les morceaux de métal qui l'avaient mordu et qui a eu des points de suture à cause de ça. Sur le coup, Dennis est rassuré, mais plusieurs années après, il se demande où est le cube, qu'est-ce que le flic a fait du cube, et là il écrit au flic et le flic ne lui répond pas, et il dit ouais j'y pense plus trop, j'essaye de plus trop y penser, j'y pense moins qu'avant, et on sent que c'est pas vrai, et qu'il fait toujours des cauchemars par rapport à ça, et qu'il a cette obsession de se dire est-ce que Christine va revenir un jour? Si elle revient, c'est sûr que je suis sur sa liste. Dans la toute fin de l'épilogue, il dit ouais, il y a pas longtemps, j'ai entendu que une voiture avait écrasé un mec dans une station-service. C'est peut-être elle, peut-être qu'elle est de retour, peut-être qu'elle me garde pour la fin. Vu tout ce qu'il lui a fait, il se pose des questions. Et on sent que le gars va rester traumatisé, qu'il sera jamais heureux, que toute sa vie, il va avoir peur des voitures, faire des cauchemars, voilà, se dire que Christine peut arriver de n'importe où. Et ça, c'est le même genre de fin que Misery. Et j'avais trouvé atroce cette fin, et géniale parce qu'elle était atroce justement. J'avais complètement oublié que Christine se terminait comme ça, je vous dis, à se demander si je l'avais vraiment lu. Super fin, super livre. Alors oui, ça a déjà été fait. Je pense que cette fin est mieux dans Misery et dans Revival, qui a aussi ce genre de fin et que j'ai adoré. J'adore les livres qui ont ce genre de fin, vraiment. Mais ça marche quand même là, et c'est bien. Franchement, lisez-le. Il est cool, ne vous arrêtez pas à l'idée que c'est juste une voiture possédée, quoi. Parce que on arrive vraiment à flipper. Le fait de nous dire que dans la voiture, il y a que des musiques des années 50 qui passent, les descriptions des odeurs dans la voiture, le tableau de bord qui se transforme en yeux de chat, tout ça, mais c'est vraiment stylé, c'est vraiment bien fait, on arrive vraiment à flipper de la voiture, à visualiser la scène. Je trouve ça trop bien. Pour moi, c'est un très bon King. Je sais pas comment ça se fait que je l'avais autant oublié, donc ne l'oubliez pas, ne faites pas comme moi. Relisez-le, laissez-lui une chance, qu'il est bon, il est cool, il est super. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et moi je vous dis à la prochaine. On continuera de lire des Kings, je sais pas si je vais faire autre chose là la prochaine fois, parce que des fois j'aime bien un peu alterner. En tout cas c'est sûr que dans mes livres préférés, vous allez continuer de voir défiler les Kings. Je pense que quasiment tous les Kings sont dans mes livres préférés, à part peut-être, comment ça s'appelle, La Nuit du Loup-Garou et Sleeping Beauty, mais sinon la majorité y sont, donc on en parlera, et j'espère que ça vous fera plaisir à vous aussi. Salut!